Merci beaucoup, Pauline. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons pendant 1h30 environ parler de la méthode, des évolutions de la méthode développée au sein de l'Actors Studio à partir des années 50. Et nous allons en parler, Pauline l'a dit, avec les co-auteurs de cette somme à nul autre pareil. Ce sont les mots de Michel Simon qui en signe la préface de ce merveilleux livre, Actors Studio, Histoire et esthétique d'une méthode de Broadway à Hollywood, publié par Carlotta Films. Et donc, nous sommes avec les co-auteurs de ce livre, Christian Viviani, professeur émérite de l'Université de Caen-Normandie et coordinateur de la revue Positif, Michel Ciotat, enseignant-chercheur retraité de l'Université de Strasbourg, critique à Positif, Jacques Demange, docteur en études cinématographiques et collaborateur à la revue Positif, et donc à distance, Christophe Damour, maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Strasbourg. Bonsoir à tous les quatre. Et merci d'être avec nous. Peut-être pour engager cette discussion, peut-on commencer par poser les bases, la méthode, avec un M majuscule. Cela correspond à un ensemble d'exercices et de techniques de jeu inspirés du théoricien et praticien de théâtre russe Stanislavski. Quels en sont rapidement? Je sais que ça va être très dur et ça va être tout l'enjeu de cette séance, réussir à dire tout ce qu'on a envie de dire dans un temps, somme toute, assez réduit. Quelles en sont rapidement ses origines à cette méthode, à ce système Stanislavski, et comment est-ce que les États-Unis se sont finalement retrouvés au cœur de son développement dans les années 50? Qui veut? Christian? Alors bon, je veux bien intervenir sur l'histoire. Je laisserai sur le fond de la méthode parler mon ami Michel Ciotat, parce que nous avons supprimé toutes les signatures. Donc, à part certaines personnes qui savent jouer les Sherlock Holmes, impossible de savoir qui a fait quoi. Et on va parler évidemment de la genèse aussi de ce livre. C'était volontaire et ça a été toujours notre manière de travailler, Ciotat et moi. Voilà, donc il y a quand même des spécialités pour chacun. Donc, du point de vue historique, la méthode, ce que l'on a appelé la méthode, c'est tout simplement une forme américaine qui a pris beaucoup de distance, d'ailleurs, on pourra en discuter, des théories du russe Konstantin Stanislavski, à la suite de la Révolution d'Octobre. Beaucoup d'artistes russes ont émigré un peu à droite et à gauche, et beaucoup d'acteurs qui avaient été proches de Stanislavski au Théâtre d'Art de Moscou sont partis aux États-Unis. Et ils ont subsisté en donnant des cours d'art dramatique. Et ces cours ont été fréquentés par des personnalités comme Lee Strasberg, comme Stella Adler et quelques autres. Et ces personnalités, à leur tour, ont créé, dans l'effervescence du théâtre engagé américain des années 30, ont créé une unité qui s'appelait le Group Theatre. Et c'est là que commence à balbutier ce que l'on a appelé la méthode. Même pas à balbutier, en fait, elle prend forme de manière extrêmement nette. Non seulement elle prend forme, mais elle se différencie. Parce que très très vite, après la belle illusion collectiviste est engagée, la conception de Strasberg est différente de la conception de Madame Adler, et qui est différente de la conception de Sanford Meisner. Donc chacun va de son côté, et l'Actors Studio va naître véritablement dans les années 40. En 47. En 1947, autour de Strasberg, Kazan, Robert Lewis,
Ça y est, j'ai un trou sur Notre-Dame. Crawford. Cheryl Crawford. Crawford. Voilà. Et effectivement, et vous racontez, on n'aura pas le temps, mais là, vous avez pris à partir du moment où Stanislavski, ou en tout cas les adeptes des techniques de Stanislavski émigrent aux États-Unis, mais vous racontez aussi dans ce livre, et c'est passionnant, l'ascension du réalisme dans les scènes des théâtres européens dans la deuxième partie du 19e siècle. Et comme ça, on arrive effectivement aux États-Unis et à la création de l'Actors Studio. Et peut-être pour continuer à poser les bases, vous le disiez, il y a différentes en réalité méthodes, mais quand on parle de la méthode, grossièrement dans un premier temps, puisqu'on va rentrer dans le détail tout au long de la discussion, Michel, de quoi est-ce qu'on parle? D'une certaine vérité de jeu? Qu'est-ce qu'on appelle la méthode avec un grand M? Alors, avant de parler de la méthode, il faut parler du système. Car le grand papa de l'Actors Studio, c'est pas tous les noms qu'on a cités il y a un instant, Lee Strasberg qui va se l'approprier dans les années 50 et 60 en véritable gourou. Non, 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 non. C'est le russe que mentionnait notre ami Christian, Konstantin Stanislavski. Alors, c'est très intéressant de savoir que dans sa troupe d'art, de théâtre d'art de Moscou, il y avait quelques auteurs qu'il aimait interpréter. Bien entendu, il y avait Tchekhov et la cerise reine, mais il y avait aussi un ennemi du peuple d'Ibsen. Un soir, il a joué le rôle du capitaine dont j'oubliais le nom, son rôle préféré. Il l'a joué comme une véritable mécanique, ce que Jacques Brel redoutait beaucoup sur scène en son temps, autrefois, qui va entraîner sa retraite. Ça l'a beaucoup déçu. Il s'est dit, c'est pas possible, je ne peux pas sombrer dans un pareil écueil. Et un autre soir, alors là, il s'est passé le contraire. Il a été pris d'une véritable extase émotionnelle. Ses camarades de jeu se demandaient ce qu'il lui arrivait, ce qu'il avait pu prendre. Le public pensait que tous les soirs, c'était comme ça. Mais lui, le lendemain matin, s'est demandé comment il avait pu jouer avec une telle véracité, sincérité émotionnelle. Et c'est alors qu'il s'est souvenu d'un petit épisode de son passé qui lui avait octroyé un sentiment très fort à l'époque, mais qui correspond totalement à celui que ressent le capitaine Billul, dont j'ai oublié le nom, dans Un ennemi du peuple. Ça lui a donné l'idée, pour être aussi bon les autres fois, de s'efforcer pour cette scène-là, de penser à sa souvenir d'enfance, juste avant la scène en question, pour que lorsqu'il joue la scène, il puisse faire une sorte de symbiose entre son souvenir personnel, dont tout le monde ignore tout, bien sûr, autour de lui, et le personnage qu'il est censé incarner. Alors bien sûr, d'une séance à l'autre, ça n'avait pas toujours la même intensité, mais c'était toujours juste et bien meilleur que ce qu'il avait fait auparavant. Alors, il a réfléchi à toute une technique de jeu qui permettrait d'entretenir ce genre de choses, fondée sur la mémoire affective, la mémoire sensorielle. Il va élaborer un système avec plusieurs aspects qu'il va coucher sur le papier d'année en année. Et c'est ainsi d'ailleurs, comme l'a dit Christian, lorsque sa troupe est venue aux États-Unis en 1923-24, ils ont joué le répertoire russe. Je ne sais pas s'il y avait Ibsen dans le lot, mais les acteurs américains de théâtre de l'époque, ils les ont vus jouer sans comprendre un mot, ils jouaient en russe bien entendu, étaient subjugués par la vérité de leur gestuelle, de leur déplacement sur scène, de leur manière de jouer parfois dos au public, un tabou dans le théâtre Broadway de l'époque. Et puis surtout, il y avait des regards pour ceux des premiers rangs qui étaient d'une intensité extraordinaire. Alors ces acteurs-là, qui avaient la plupart, enfin ceux de Group Theatre avaient le souci de monter des pièces à caractère social comme Waiting for Lefty de Clifford Odets, se demandaient s'ils ne pourraient pas eux-mêmes atteindre ce niveau de qualité hyper réaliste, naturaliste dans leur propre travail. Et comme ils posaient beaucoup de questions à Boleslavski, puis une dame dont j'oubliais le nom, ils sont restés. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, c'est Christian qui l'a raconté. Donc ce système a été donc bien développé par Stanislavski. Il y a 2 livres fondamentaux là-dessus. Et après, ils sont repartis. Et donc, ça a été pris en main par plusieurs personnes. Les noms ont été cités, surtout par Lee Strasberg. Lee Strasberg avait retenu de ce que Stanislavski lui avait dit, que le texte importait peu au niveau des répétitions. Il fallait la vérité émotionnelle avant tout. Le texte, on l'apprendra plus tard. Dans les répétitions, on improvisait beaucoup à Moscou.
idem dans le group theater. Et le texte, parfois, était un peu bousculé par ces improvisations. Et les représentations, c'était pareil. Si un soir, un acteur avait un sentiment tout d'un coup de marcher partout, comme ça, dans son personnage avait besoin ce soir-là de marcher partout, eh ben, il marchait partout. Vous pouvez rajouter un petit texte à Ibsen ou à un autre, c'était pas grave. C'était la vérité qui comptait. Et donc, Lee Strasberg va s'en tenir à ça. L'acteur doit être le personnage 24 heures sur 24, un côté assez obsessionnel et absolutiste. Mais en 1934, et je vais m'arrêter là, en 1934, Stella Adler, qui appliquait le même système, qui était devenu une méthode, est allée à Paris. Elle tombe incidemment sur Stanislavski. Elle le remercie, elle le félicite pour tout ce qu'il a imaginé qu'on pratique en Amérique avec succès. « Oh, madame, le texte, j'ai eu tort, le texte !» Vous commencez à enseigner à vos acteurs. Le texte, il est sacré. Et après, le reste peut fonctionner. Mais surtout le texte. Elle revient à New York et raconte à Lee Strasberg ce qu'il a dit. Oups, alors lui, déjà une personnalité. Il faut bien savoir que Strasberg, on lui tire dessus beaucoup aujourd'hui. Gourou, mégalomane, etc. Mais c'était un acteur frustré. Il avait tenté sa chance après le théâtre à Hollywood. Personne n'a voulu de lui. Alors il a trouvé son créneau avec, non pas un enseignement d'art dramatique, ça s'appelle l'actor studio. Et studio en français, on ne peut pas dire studio parce que ça fait un peu appartement limité en espace. Non, c'est un laboratoire de recherche ouvert seulement à des professionnels qui veulent améliorer leur jeu, mieux se connaître à la fois en tant que comédien et en tant que personne. Et on y entre sur audition, et c'est pas facile. Parfois, il y en a 2 seulement qui sont pris. Harvey Keitel a mis 11 fois pour pouvoir rentrer dans le Cénacle. Il était déjà connu comme acteur. Alors, Stella Adler, n'étant pas d'accord avec le Strasberg et sa tyrannie, a ouvert son propre enseignement qui était radicalement différent au niveau de la tenue des étudiants, très très classique, rigoureux, un peu militaire sur les bords parfois, et surtout le texte. À partir de là, il y a eu plein de méthodes, et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, parce qu'en fait, on en revient à l'origine. C'est là, comme vous l'avez dit, la véracité du jeu, aucun artifice. Et dans les années qui ont suivi la création de l'Acteur Studio, vous avez, même si certains de ces acteurs en faisaient parfois un peu trop sur le plan égocentrique et narcissique, une vérité de jeu vraiment, à ce jour, je dirais, presque inégalée. Et on pourra le voir aussi à travers des extraits. Jacques ? Ouais, je veux juste ajouter que c'est tout à fait juste, les bases sont posées à ce moment-là, la distinction Adler-Strasberg. Et c'est vrai que l'idée, c'est la vérité du jeu au service du personnage. Et c'est là où effectivement Strasberg avait eu ce petit écart, c'est qu'on avait l'impression à un moment donné que c'était la vérité du jeu pour l'acteur, que c'était un jeu pour le jeu. Là où effectivement Adler revenait au texte, à l'importance du texte, pour rappeler l'importance du personnage. Si on joue de cette manière-là, c'est pour une vérité humaine, mais justement pour rappeler la vérité humaine du personnage, favoriser l'identification du spectateur à son endroit, et donc assurer l'efficience du texte, de la fiction. Mais derrière les textes, il y a des auteurs qui sont présents aussi dans votre livre, et d'ailleurs vous posez la question, qui est à l'origine de l'Acteur Studio, l'acteur ou le texte ? C'est la vraie question, et on voit c'est là où la lutte prend forme en fait, en définitive, quoi. C'est-à-dire que des dramaturges, j'y participe également. Au sein de l'Acteur Studio, il y a une unité de dramaturges, c'est-à-dire que les dramaturges sont là pour travailler leur texte en direct avec des acteurs, pour pouvoir le modifier si besoin. Mais un texte qui donc s'écrit en fonction des capacités de l'acteur et surtout en retenant quelque chose d'essentiel et qu'a bien rappelé Stanislavski et qu'a mentionné Michel par rapport au caractère révolutionnaire de Stanislavski, c'est l'importance du corps de l'acteur. Ou dans le théâtre traditionnel, effectivement, l'acteur était là pour répéter un texte. Il était là, il portait le texte. Là où Stanislavski favorisait des exercices de gymnastique, de relaxation, pour que l'acteur puisse effectivement se familiariser, refamiliariser avec son corps et puis jouer effectivement donc de cette mémoire sensorielle, de cette mémoire affective, en faisant parler son corps et que le texte soit soutenu par ce langage corporel propre à l'acteur. Mais on parlait, oui. Oui, je voulais rajouter justement, puisque Jacques évoquait l'importance du corps et la dimension quasi chorégraphique et la diversité des gens qui sont passés par l'Acteur Studio. Il y a des écrivains
qui ne sont pas devenus acteurs, mais qui sont passés par l'Actors Studio. Et je me faisais cette réflexion récemment en voyant une production de West Side Story que vous pouvez également voir en ce moment au Théâtre du Châtelet. Le chorégraphe Jérôme Robbins est passé par là aussi. Et ce qui m'a extrêmement frappé dans cette reconstitution de la chorégraphie de Robbins, c'est effectivement qu'on retrouve des gestes, même une stylisation du geste, que l'on peut retrouver dans des performances non musicales, chez un Brando, chez un James Dean ou autre. Il y a une espèce une manière de faire s'écouler, de fluidifier les différentes disciplines, en fait. Vous parlez de différentes disciplines, où on a évoqué le groupe Theater, on a évoqué les années 20, les années 30. Peut-être un mot du contexte cinématographique, j'ai envie de dire. C'est après la Seconde Guerre mondiale que les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs et les acteurs sont amenés à changer radicalement leur manière de représenter la réalité sur la pellicule. Ça correspond à un moment des États-Unis aussi. Oui. Alors, il y a une sorte de révolution à Hollywood parce qu'après avoir vu plusieurs films de Rossellini ou de De Sica, Allemagne, année zéro, Rome-Ville ouverte surtout, et puis Le voleur de bicyclette, les producteurs hollywoodiens ont quand même décidé de laisser sortir leurs réalisateurs dans la rue. Hein, autrefois à Hollywood, quand quelqu'un voulait aller filmer un arbre bien particulier dans une région donnée, comme King Vidor voulait le faire, la MGM lui a dit « A tree is a tree ». Filme-le là sur le lot, nous l'avons. Dans les films d'ailleurs des hollywoodiens, vous voyez New York, les rues, etc. Mais pas jamais une seule fumée qui sort du milieu de la chaussée, hein, comme dans Taxi Driver, des décennies plus tard. Donc il y a eu toute une série de réalisateurs qui ont eu gain de cause avec leurs producteurs pour filmer de manière beaucoup plus réaliste, surtout les films policiers. La Cité sans voile, etc. Alors il y a ça d'un côté, et puis alors il y a une autre chose plus importante aussi, c'est l'évolution de la société américaine après-guerre. Car bien sûr, les États-Unis avaient renversé les nazis, mais ils avaient aussi renversé les Japonais d'une manière un peu rapide et très efficace. Alors, d'un côté, les GIs qui avaient découvert les camps de concentration, ils les ignoraient, les GIs, les soldats, pas les officiers. Quand ils ont vu ce que certains Allemands avaient pu faire avec les Juifs à l'époque, ça dépassait leur entendement. Bon, il y a des méchants, dans les films, il y a plein de méchants, dans la vie, il y en a des méchants, mais ça, ce n'était pas des méchants. Pire. Mais les intellectuels font aussi un feedback. Et nous, à Hiroshima et Nagasaki, qu'avons-nous fait? Donc, un sentiment de culpabilité existentielle qui ne remonte pas aux Indiens, hein, ça faut attendre la guerre du Vietnam, se développe à cette époque-là. En outre, les écrits de Freud, qui remontent à quelques temps quand même, font fureur de plus en plus dans les années 50. Donc la psychologie, les profondeurs certes, mais pour le commun des mortels, la profondeur, la psychologie du comportement, behaviorism, hein, le behaviorisme, joue un très grand rôle. On étudie un peu qu'est-ce qu'une gestuelle peut mentionner, le port de certains vêtements, comment se fait-il que tous ces gars de l'Actors Studio, une fois qu'ils sont assis dans un film ou ailleurs, ils sont comme ça, affaissés. Donc un certain narcissisme, exhibitionnisme, on veut se faire remarquer. Il y a une fêlure existentielle dans la jeunesse américaine de l'époque et les scénaristes s'emparent de ce genre de choses. Tout cela relève de ce que Stanislavski et son voleur... il n'est pas méchant avec Strasberg, je pense qu'il a quand même fait un peu trop. Son adaptateur américain, Lee Strasberg, il est tout à fait dans l'air du temps en exploitant cela. Parce qu'il fallait voir les cours de Lee Strasberg. Bon, je ne l'ai jamais vu à l'œuvre, mais j'ai vu un documentaire américain où il a été filmé. Purée, il était d'une vacherie. Ah oui. Avec ses il était très dur, il était réputé pour être très dur. Ouais. On voit dans ce documentaire une jeune fille qui a fait de son mieux pour jouer un rôle assez tendu à un moment donné. Il l'interrompt. Et lui fait remarquer que tout ça est faux. Comment pouvez-vous jouer pareil? Alors la jeune fille tombe des nues. Enfin, quand même, ça avait l'air pas mal ce qu'elle avait fait. Elle avait mis le costume et tout adéquat. Il monte sur scène
Elle lui montre comment, à un moment donné, elle n'avait pas touché un objet comme il fallait le faire pour un personnage de ce type-là. Mais ça, en même temps, c'était sa force. Parce qu'elle n'y avait pas pensé, le rapport à l'objet. Et on va en parler et avec ça, c'est un truc qui remonte, les extraits à venir. Qui remonte à Stanislavski, super développé par le Strasberg en question. Et elle était un peu à côté de la plaque. Mais quand même, il y a une manière, parfois, d'être critique. Et lui n'en avait strictement aucune. C'est vous dire qu'il y avait une atmosphère donc d'un souci de très grande véracité de comportement et en même temps une dimension absolutiste qui se mettait en place à l'époque, parce que les États-Unis, à cette époque-là aussi, politiquement, avaient un peu tendance à se considérer comme le plus grand du monde, avec l'autre grand ours de Moscou, là, qui avait tendance à faire aussi la même chose. Il y a un dessin animé de Tex Avery, King Size Canary, qui montre bien qu'ils se gonflaient les uns, et ainsi de suite. Et ça, c'était dans l'atmosphère de l'époque. L'Actors Studio a régné, entre bien beaucoup de guillemets, mais juste sur la manière de devenir les meilleurs du monde dans l'interprétation, au théâtre et au cinéma. Jacques, vous vouliez rajouter quelque chose et après on passera la parole à Christophe. C'était intéressant de remonter, oui, il ne faut pas oublier Christophe, c'était intéressant de remonter même jusqu'à Freud, parce qu'effectivement l'apport psychanalytique, il est super important, notamment avec Strasberg. C'est-à-dire que Strasberg, on a le sentiment que ses élèves, c'était un salon de psychanalyse, il fallait se gratter les plaies, quoi, encore et encore et encore. Et on évoquait ce moment, c'est un moment de crise, moi à mon sens. Et ce moment de crise, il est parfaitement relayé dans les productions cinématographiques avec des acteurs type Actors Studio, notamment Brando, mais également Dean, un peu plus tard Newman, où effectivement on a l'impression que le jeu entre en crise. On est proche parfois de l'hystérie, quoi, mais une hystérie contrôlée, évidemment. Et c'est vrai que ça contraste beaucoup avec le jeu de l'acteur hollywoodien des années 30, des années 40, qui était vraiment un jeu qui était devenu un jeu naturel. Mais c'est-à-dire naturel, c'est que c'est une sorte de vérité vraisemblable, une vérité conventionnelle, si on veut. C'est-à-dire que c'était un jeu qui devenait extrêmement codifié, là où les acteurs type Actors Studio, ils mettent en crise, en fait, ces conventions. Et effectivement, il y a quelque chose de théâtral qui réapparaît avec eux à l'écran. Et à nouveau, ça passe, tu parlais d'exhibition, c'est ça passe par un côté surexposition, en fait, du corps, chose qu'on ne faisait absolument pas à l'époque. Christophe, peut-être avant de voir un premier extrait, je n'ai pas vu votre visage réagir à ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais peut-être si vous voulez rebondir sur des choses qui ont été dites et peut-être nous raconter aussi la genèse de ce livre et justement comment est-ce que tous les quatre vous avez entrepris cet immense défi d'écrire ce livre. Il faut mettre le micro, ouais. Oui. Vous m'entendez? Tout à fait. Ça y est. Bonsoir. Merci d'avoir mis les moyens techniques pour que je puisse être présent ce soir avec vous et à côté des trois mousquetaires. Hein, comme les trois mousquetaires, ils étaient quatre, on est quatre aussi. Pour revenir sur la genèse du livre, c'est un projet qui date de très très longtemps et c'est très bien qu'on puisse se présenter ce soir au forum, puisque une des premières versions date peut-être de 2009, lors d'un colloque sur l'Actors Studio que Fabien Gaffé avait organisé justement en 2009. Et puis, un peu plus tard, Christian Viviani, qui est professeur émérite, lors de son départ à la retraite, on a évoqué vers 2016 un projet de réunir nos travaux, puisque la particularité symbolique de notre ouvrage, c'est que nous représentons 3 générations de chercheurs sur ce sujet. Moi, j'ai été l'étudiant de Christian, qui est un des premiers spécialistes en France, avec Christian Viviani notamment, dans les pages de positifs, puis à l'université de Paris 1, de Caen, puis de Strasbourg pour Michel, à pouvoir enseigner la méthode, l'esthétique du jeu, à s'intéresser au jeu des acteurs, ce qu'on appelle maintenant les études actorales. Et puis Jacques Demange a été ensuite mon étudiant quand j'étais à Strasbourg. Donc on a eu ce projet-là en 2016 de réunir ces 3 générations autour de ce projet qui a pris donc quelques années, puisqu'on a vraiment commencé les premières écritures, les séances, les réunions à Strasbourg, notamment en 2017. Et puis le livre a vu enfin le jour là quelques années après cette année.
Peut-être je vais laisser Michel compléter sur la genèse, mais vous évoquiez les études actorales et c'est ce que relève Michel Simon dans la préface, c'est que quand on parle des acteurs, on parle très peu en réalité de jeu, d'où l'importance aussi de ce livre pour mettre des mots sur le jeu précisément. Oui, c'est ça, c'est que dans le site de Christian et de Michel et de leur texte, mais surtout de leur ouvrage fondateur, Pacino, De Niro, Regard croisé, ont été fondés au milieu des années 2000, ce qu'on a appelé et qu'on appelle encore aujourd'hui les études actorales, qui s'intéressent aux acteurs d'un point de vue vraiment stylistique, esthétique, plus d'un point de vue anecdotique ou biographique, de s'intéresser vraiment à la matière gestuelle et appliquer l'analyse de film au corps de l'acteur. Et ce dont ont été les pionniers Christian et Michel, et dans un sillon dans lequel je me suis inscrit et dont Jacques a repris le flambeau aujourd'hui. Donc oui, s'intéresser aux acteurs d'un point de vue esthétique, à leur jeu, à leur thématique, à leur aspect artistique aussi et créatif, considérer l'acteur comme un auteur presque égal au cinéaste, en tout cas dans une collaboration fructueuse. Oui, c'est dans cette optique-là, dans cette discipline ou cette sous-branche, cette branche des études cinématographiques qu'on appelle les études actorales, sous la houlette de Christian et de Michel, que ce livre s'inscrit. Michel, par rapport à la genèse de ce projet? Alors là, je vais être dans le domaine un peu du rigolo, parce qu'il y a une filiation du début à la fin, dont une grande partie vient d'être évoquée par Christophe, mais en amont de tout ça, et tu me l'as raconté, Christophe, j'espère que ce n'est pas une erreur de ma mémoire d'être en âge avancé, ta vocation pour t'intéresser aux acteurs d'un point de vue sérieux tient, je crois, à la lecture d'un vieil article que j'ai écrit sur Montgomery Clift, qui faisait au moins 14 pages à l'époque à Positif. C'était d'une générosité. Maintenant, 3 pages, c'est déjà un maximum pour un texte dense, sans les loups. Et donc, c'est ça, ton chemin de Damas, c'était cet article. Donc, je suis donc, pour toi, très fier qu'il ait servi au moins à un lecteur. Puis après, il vous a raconté le reste de l'histoire. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'il m'a succédé, après avoir été l'étudiant de Viviani, il m'a succédé à l'université de Strasbourg et je lui ai donné ma boîte aux lettres et la clé, ce qui est formidable. Ensuite, il a cet oiseau là comme étudiant. Alors, à la fin, on a le problème de la dédicace. Ah, Pacino, De Niro, vous vous rendez compte? Mais alors, je ne sais pas s'ils savent écrire pour commencer. 2, il y a les agents entre eux. Alors, on a renoncé très vite. On a pensé à Ellen Burstyn, ça nous aura fait beaucoup plaisir. Mais c'est pareil. Quand l'agent reçoit la lettre, alors on aurait pu lui écrire directement à l'Actors Studio, elle va toujours, mais on n'a pas osé. Acteur français et tout, on a laissé tomber. Et puis finalement, c'est un livre sur la filiation. Donc on l'a dédié à nos enfants et petits-enfants. Et l'histoire ne s'arrête pas là. La préface, finalement. C'est Papa Michel Simon, à qui l'on doit tout. Hein, vous vous rendez compte, c'est un bouquin familial. Et nous voilà ce soir. J'allais dire la boucle est bouclée, mais même pas, puisque ça continue bien au contraire. Peut-être, Michel, parce que le temps passe et je le pressentais beaucoup trop vite, on pourrait regarder un premier extrait. Je ne sais pas si vous voulez nous le présenter avant qu'on le regarde ou si vous préférez qu'on le regarde et qu'on en parle juste après. Alors, il est très connu. C'est la fameuse scène du gant lâché incidemment par Eva Marissin dans Sur les quais, à un moment donné. Je pense que... Qui n'a pas vu Sur les quais? Demandez au Papa Noël. Il passe demain au Forum des images. Donc vous la pour connaissez. Ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est la scène qui suit la réunion dans l'église avec le prêtre que joue Karl Malden, où il veut faire comprendre aux dockers qu'ils sont victimes d'un syndicat tenu par la mafia. Il faut être courageux quand même pour se dresser contre ces gens-là. Et il n'y a pas grand monde à la réunion. Et en plus, la réunion est endommagée par des jets de pierre sur les carreaux, etc. Et Marlon Brando, qui est là en tant qu'espion, son frère qui est l'avocat du syndicat, surtout de son patron, l'a envoyé, enfin c'est le patron qui l'a envoyé faire l'indic pendant la réunion. Et là, il a remarqué Eva Marissin, il la prend par la main, il la sort loin de la bagarre et tout. On la retrouve ensuite dans la rue. Alors la scène, elle est très intéressante. Je ne sais pas où elle est coupée. J'avais demandé à Christophe, tu l'as mis jusqu'à la fin?
Ou tu as coupé avant qu'il... Non, mais je pense que c'est le timecode que j'avais indiqué. Mais bon, on verra bien, qu'importe. Ce qui est important, c'est l'histoire du gant. Alors, il y a plusieurs versions de la chose, mais moi, il n'y en a qu'une à laquelle je crois. Ce que vous allez voir a pu se passer lors d'une répétition. Puis c'était tellement bon que Kazan a demandé à ce que les acteurs refassent la chose après. Non, faites très attention à la réaction du caméraman. Boris Kaufman, pas lui qui tenait la caméra, mais le caméraman, il essaie de ne pas perdre dans le cadre Marlon Brando. Si ça avait été prévu, il aurait baissé à fond pour lui permettre de ramasser le gant. Alors, je vous donne l'explication avant, au niveau de la non pas de la signification, mais simplement des signes que vous ne devez pas rater. Faites très attention lorsqu'ils avancent un petit peu et que Eva Marissin laisse tomber son gant. Et après, on explique très brièvement. C'est tellement évident que vous connaissez l'explication. Mais je ne veux pas quand même avanter. Okay. Steel pipes and baseball bats. Well, they play pretty rough around here. Well, I can make it home now, all right. Okay. Which side are you with? Me? I'm with me. Harry. Hey, got a dime for a cup of coffee? Beat it, will you? This is a little dime you don't need. Hey, I know you. You're Reedy Doyle. Come on, beat it. My brother was a saint. He's the only one who ever tried to give me a compensation. Oh, what are you doing? Get out of here, will you? You remember, Terry? You was there that Get night. out of here. You remember? Get out of here. Here's some change. Go have yourself a ball. You don't buy me. You're still a bum. So long, Edie. Lord have mercy on Joey. Who's calling me a bum? Everybody loved Joey. Little kids to the old rummies. Did you know him very well? Well, you know, he got around. What did that man mean just now? Oh, don't pay no attention to him. He's drunk, he's falling down, everything. He's just a juice head that hangs around the neighborhood. Don't pay no attention. I'd better go now. And you don't have to be afraid of me. I'm not gonna bite you. I guess they don't let you walk with fellas where you've been, huh? You know how the sisters are. Yeah. Are you training to be a nun? It's just a regular college. What is it? It's run by the Sisters of St. Anne. Where is that? It's in Terrytown. Where's that up? Where's that? Country. I don't like the country. The crickets make me nervous. So how often do you get in here? We haven't been here since last Christmas. We were going to have a Thanksgiving party. That's nice. What do you do up there? Just, what, study? Well, I'd be a teacher. Teacher? That's very good. You know, personally, I admire brains. My brother Charlie is a very brainy guy. He had a couple of years of college. It isn't just brains, it's how you use them. Well, yeah, I get your thought. You know, I've seen you a lot of times before. Remember parochial school out on Pulaski Street? 7 or 8 years ago, had your hair... Braids. Looked like a hunk of rope. You had wires on your teeth and glasses, everything. You was really a mess. I can get home all right now, thanks. Hey, listen, don't get sore. I'm just kidding you a little bit. I just mean to tell you that you grew up very nice. Thanks. But you don't remember me, do you? Remember you the first moment I saw you? Right a nose, huh? Well, some people just got faces that stick in your mind. Remember you were in trouble all the time. Now you got me. Boy, the way those sisters used to whack me, I don't know what. They thought they was going to beat an education into me, but I foxed them.
Maybe they just didn't know how to handle you. How would you have done it? With a little more patience and kindness. That's what makes people mean and difficult. People don't care enough about them. Oh, what, are you kidding me? Come on, I better get you home. There's too many guys around here with only one thing in their mind. Am I gonna see you again? What for? I don't know. I really don't know. Ah, come on. Come on. Voilà, alors donc le gant qui tombe, c'est improvisé. Bien entendu, Kazan avait avant beaucoup expliqué les deux personnages aux deux acteurs en même temps. Parfois, il le faisait à l'un sans l'autre, etc. Donc ici, Brando, c'est un ancien boxeur qui a tout raté à cause de son frère, qui ne s'est jamais occupé de lui et jamais donné sa chance. Elle a été élevée, puis un peu brute de pomme, comme vous le voyez là, beaucoup de mal à s'exprimer, etc. Et elle, en revanche, a été élevée par son père, qui est veuf, et qui a été mise dans une école de bonnes sœurs, où elle est la jeune fille absolument parfaite, etc., etc. Le problème ici, c'est qu'elle, c'est son frère qui est tombé du toit, soi-disant. Il a été poussé en fait par la mafia, et Brando est le seul témoin oculaire de ce meurtre. Et lui s'intéresse à elle, est évident, pour ce qu'elle est devenue, parce que gamine, c'était quand même pas un éclat des yeux. Hein. Alors, ce qui est intéressant pour Kazan, c'est, il appelle ça la scène d'amour du film. C'est la naissance d'un couple. Alors, il y a deux entraves. Il y a le clodo qui vient au début, qui le rejette brutalement, sans le moins de ménagement et tout. Ça, c'est un signe pour montrer son aspect peu empathique pour les obstacles devant lui. Et puis après, il rentre dans un secteur où c'est un peu un endroit pour les petits-enfants. Il y a une balançoire. Et c'est à ce moment-là où la jeune fille parfaite perd son gant. Alors il se penche tout de suite pour la ramasser, ce qui est gentil. Il est censé le lui tendre. Non, il l'enfile. Dans le genre symbole sexuel, je pense qu'il ne faut pas avoir lu Freud from cover to cover pour voir l'allusion. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il s'assoit sur la balançoire et se balance en lui parlant, en évoquant le passé, etc. Donc, c'est peut-être un papa potentiel. Et elle, la brute de pomme qu'il était au début, petit à petit, il trouve que finalement, il est très maladroit, mais il est quand même plutôt sympa. Il y a peut-être un bout de chemin à faire ensemble. Il se lève, il garde le gant. Finalement, lorsqu'il a mis quand même le paquet sur le manque de tact pour draguer une fille, elle lui reprend le gant, il se laisse faire. Et le bout de chemin, c'est la fin de la scène. Mais il y aura des entraves. Parce que bon, il y a le railing, le grillage qui est là. On voit à travers, hein, mais de l'autre côté, on ne peut pas passer. Et le chemin, il est vide, il n'est pas particulièrement plaisant non plus. Mais ils peuvent faire un bout de chemin ensemble. Donc c'est intéressant. Par rapport à l'époque, le rôle de l'objet, sa signification qui peut être très profonde. Et ça, vous l'évoquez dans le livre, ouais. L'importance de l'accessoire chez les acteurs. Et le rôle du décor, hein, la balançoire, etc. Et la grille après. Tout ça, Kazan a choisi. Il n'a pas choisi le gant. Pour la balançoire, je pense que c'était prévu. Vous voyez, ça c'est absolument formidable, parce que l'acteur doit improviser lorsqu'il y a un obstacle qui se présente et pas arrêter le jeu. Un metteur en scène normal, traditionnel, classique, « cut » aurait-il dit, et on aurait repris au début. Pas Kazan. Christian, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter un petit aspect anecdotique, mais pas si anecdotique en fait. Je viens de terminer la lecture d'un livre que vous pouvez trouver à partir d'aujourd'hui en librairie, qui est l'autobiographie de Paul Newman. Et Paul Newman révèle quelque chose que j'ignorais complètement, c'est-à-dire que Brando a longtemps hésité avant d'accepter ce film.
Pour une raison très simple, c'est que Kazan était en pleine tourmente McCarthyiste. Il venait de dénoncer certains de ses anciens camarades, et ça posait des problèmes à Brando d'accepter de tourner de nouveau avec lui. Et donc, Brando, tardant à donner son accord, ils ont cherché autre chose. Ils ont cherché quelqu'un d'autre. Et donc, Paul Newman, que Kazan avait repéré à l'Actors Studio, a auditionné pour cette scène avec comme partenaire celle qui n'était pas encore son épouse, Joanne Woodward, et bien sûr sans le gant. Jacques ? Moi, j'aimerais quand même rajouter quelque chose, c'est que, alors, on parle de collaboration, de couple. Alors effectivement, on a, tu l'as bien montré, ce rapport entre la mise en scène et le jeu de l'acteur. Kazan, de son côté, ne dit pas couper. Brando, lui, et Eva Marie Saint continuent de jouer. Et ça me semble important de revenir aussi sur l'actrice. C'est-à-dire que dans cette scène, souvent, ce qu'on retient, c'est Brando. Brando se saisit du gant, Brando enfile le gant, Brando marmonne, Brando a cette démarche nonchalante, il se met sur la balle. Mais il y a aussi l'actrice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient aussi de l'Actors Studio et elle joue tout le temps. Elle est en jeu constant. Mais c'est un jeu qui est moins démonstratif. C'est des micro-gestes. Elle se palpe les mains. Elle regarde Brando, puis elle regarde le sol. Elle traduit un véritable malaise. Et à mon sens, c'est aussi ça le principe de l'Actors Studio. C'est qu'on a évoqué souvent ce côté narcissique propre à l'acteur, mais c'est vraiment collaboratif. On a parlé du groupe théâtre, c'est le groupe. L'Actors Studio, c'est aussi une communauté. C'est une véritable communauté. Et ça se ressent quand ils jouent ensemble. C'est-à-dire que les acteurs sont là pour s'appuyer les uns sur les autres. Et là, on a vraiment le sentiment que Eva Marie Saint construit son jeu, effectivement, pas seulement par rapport à Brando, mais à partir de Brando. Et alors, c'est un jeu, effectivement, qui est moins explosif, sans doute moins expressif, mais quand on fait attention aux détails, c'est une fébrilité constante. Donc on a vraiment deux collaborations, le réalisateur et ses acteurs, mais aussi les acteurs entre eux. Et c'est peut-être... Et surtout, oui, Michel. l'écoute. Ouais, l'écoute. Les acteurs de l'Actors Studio, surtout ceux qui vont être formés par Saint-Fond Meismer, qui mettait beaucoup l'accent là-dessus, ils s'écoutent mutuellement. Très souvent, vous pouvez le voir dans les films français en chant contre chant, celui qui est vu de trois quarts d'eau ou de dos, il attend que ça se passe, que l'autre débute son texte. Jamais un acteur de l'Actors Studio ou actrice ne fera ça. Peut-être, Jacques, mais on l'évoquera aussi avec le troisième extrait qu'on va projeter, mais peut-être un mot justement des méthodes actrices, des femmes qui sont moins nombreuses et surtout bien moins célèbres que les hommes. Alors elles sont moins célèbres, en fait, moins nombreuses sans doute aussi, mais elles sont surtout moins célèbres. En fait, elles sont moins mises en avant de par les spécificités de leur jeu, je dirais. C'est-à-dire que là où effectivement les acteurs ont développé un jeu corporel extrêmement explosif et où cette séquence, elle est emblématique aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression de voir que Brando. Bon, voilà, Brando s'impose, quoi, clairement. À l'intérieur du cadre, il s'allonge, il se détend, il est là, quoi. Mais effectivement, ce qu'on remarque au niveau des actrices, c'est qu'elles développent aussi un style de jeu qui est particulier, qu'on retrouve chez beaucoup d'interprètes féminines. C'est un jeu plus rentré, en fait. Non moins psychologique, non moins physique, mais plus rentré. On est moins du côté de l'explosion, on est plutôt un côté implosif, c'est l'implosion. Elle bouillonne, elle bouillonne, elle bouillonne, elle bouillonne. Et c'est notamment sensible dans Un tramway nommé Désir, avec Kim Hunter, où c'est assez fascinant ce côté-là, où Brando explose tout le temps, et tout le temps dans l'explosion, et elle, sa partenaire, elle implose sans cesse. Elle est toujours repliée sur elle-même, mais en fait, on retrouve la même stratégie de jeu. C'est le même jeu physique, mais une orientation complètement opposée. Christian, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, pour cette différence entre les acteurs masculins qui ont très nettement dominé, surtout au cinéma, il faut remarquer que les actrices, elles, ont plutôt évolué au théâtre. C'est-à-dire que Julie Harris ou Kim Stanley, qui ont tourné relativement peu au cinéma, étaient des superstars au théâtre à Broadway. Et c'est curieux de constater que par contre, Brando ou Dean, évidemment, de plus il est mort assez jeune, mais même Newman, quoique Newman a renoué avec le théâtre beaucoup plus tard. Mais quand ils étaient extrêmement célèbres au cinéma, ils ne jouaient pas au théâtre, en fait.
Et ce qui est intéressant, parce qu'on a parlé naturellement de l'acteur et de l'actrice qu'on a vu dans cette scène, mais ce que vous mettez en avant aussi dans ce livre, c'est comment est-ce que des acteurs comme Lee Jacob, qu'on voit dans ce film, est toujours, alors qu'il est passé justement entre les mains de Kazan, à garder un style de jeu classique. Vous faites aussi cette distinction au sein même de certains films, je ne sais pas si... Jacques. Au niveau des contrastes, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui ont, au niveau surexpressif ou expressif tout simplement et sobre, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à l'intérieur de la carrière de certains acteurs. Paul Newman, c'est un exemple absolument exemplaire. C'est-à-dire qu'on a un acteur qui, au début de sa carrière au cinéma, est trop expressif, c'est-à-dire qu'il a un jeu hyper James Dean, mais ça devient des tics de jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il se calque totalement sur James Dean. Et puis progressivement, au fur et à mesure de l'avancée de sa carrière, il va avoir un jeu beaucoup plus sobre. Il va vers une épure, en fait. On a vraiment cette impression-là. On a l'impression qu'il y a deux tendances, effectivement, acteurs studio, mais qui cohabitent dès le début. On a le côté explosif, façon Marlon Brando, ou façon James Dean, hein, et on a effectivement une espèce de sobriété quasi totale, c'est-à-dire qu'on a une espèce quasiment de mutisme expressif chez certains acteurs, où c'est plus le jeu qui sort, c'est un jeu qui est complètement intériorisé. Et c'est hyper intéressant de voir au niveau de l'évolution des acteurs. Et Paul Newman, c'est super intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire que début de la carrière, super expressif, ensuite il a une période extrêmement sobre, et dans les années 80-90, on est plutôt une sorte de synthèse, c'est-à-dire qu'il garde cette sobriété, mais avec des moments de relâchement, et c'est aussi pour ça qu'il se tourne pas mal vers la comédie à ce moment-là, qui je crois lui donne une légitimité à s'épancher un peu plus. Et l'explication que Newman donne dans ses écrits, donc, est très intéressante parce qu'elle va complètement dans le sens de la méthode, à savoir qu'il se trouve mauvais dans ses premiers films, tout simplement parce qu'il joue des rôles qui ne sont pas lui. Il n'est pas même Billy the Kid, il n'est pas Billy the Kid. Et à mesure qu'il trouve des rôles, par exemple l'arnaqueur, au rôle très important aussi, le verdict de Lumet, à mesure qu'il trouve ces rôles dans lesquels il retrouve des aspects extrêmement personnels, des traits de son propre caractère, eh ben, son jeu se décante, il oublie, il écarte même volontairement les gestes excessifs, et il trouve une vérité qu'il n'avait pas avant. Le lien entre l'acteur et le personnage est essentiel par rapport à la méthode, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un vrai dialogue en fait, entre l'interprète et le personnage. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de devenir le personnage, mais de comprendre en fait, en tant qu'acteur les liens qui peuvent s'établir entre l'acteur et le personnage. Il y a un bon exemple aussi à ce niveau-là, c'est Marlon Brando et Stanley Kowalski. C'est rapporté dans le très bon documentaire Listen to Me Marlon, où Marlon Brando explique que quand on lui a proposé de jouer Stanley Kowalski au théâtre, à Broadway, il était très réticent parce qu'il se disait mais c'est pas du tout moi ce personnage, c'est une brute épaisse, je ressemble pas à ça. Et il s'est demandé pourquoi il me dégoûte autant, pourquoi j'ai une aversion. C'est pas inintéressant aussi d'être dégoûté par un personnage. Et il s'était rendu compte que ça lui rappelait son père. Et là, il y a eu un point de contact. C'est-à-dire que là, à partir de là, il a pu se dire je peux dialoguer avec le personnage, je peux lui apporter quelque chose que j'ai en moi. Et donc on a cette idée-là qui va être poussée dans les années 70 avec De Niro, Al Pacino, où l'idée, ça va être plutôt d'aller vers le personnage. Être un chauffeur de taxi, c'est quoi ? En quoi ça consiste ? Eh ben, je vais conduire un taxi, type Robert De Niro, Taxi Driver. Et on va évoquer, effectivement, et vous évoquez toute cette partie avec l'incarnation à travers les biopics et comment est-ce que la méthode s'incarne à ce moment-là dans ces biopics. Mais là, on a avancé très vite dans le temps. Je vous propose que Christophe nous présente le deuxième extrait. On est en 57. Oui, juste sur les méthodes actrices aussi, peut-être ajouter qu'il y a eu des actrices très expressives, mais dans des seconds rôles, comme Jo Van Fleet ou Shelley Winters. Donc il y avait quand même des grandes actrices qui sont restées dans l'ombre des stars plus classiques. Et la grande star féminine de l'époque, c'est Liz Taylor, qui a des partenaires, des acteurs de la méthode, mais qui elle-même n'est pas une actrice de la méthode. Alors oui, donc le deuxième extrait, et puis ce que disait Christian est très intéressant sur le fait que Newman, une forme d'interchangeabilité comme ça entre Brando et Newman, car notre livre aussi raconte une histoire d'une communauté artistique, une communauté actorale, où les acteurs partagent déjà une même génération. C'est des acteurs nés entre le milieu des années 20 et le début des années 30, ou le milieu des années 30 pour les plus jeunes,
C'est la raison pour laquelle Lee Jacob peut-être reste un peu classique, puisque lui est une génération antérieure. Et donc, il y a une véritable communauté artistique où il y a comme ça des thématiques communes, un style de jeu commun. Et donc, s'il y a bien deux visages, il y a bien sûr Brando, dont on vient de parler. La deuxième figure tutélaire de cette esthétique de la méthode, c'est James Dean. Et le deuxième extrait qu'on a choisi de vous montrer ce soir, c'est pas un extrait avec James Dean, mais c'est un extrait, un héritier de James Dean. Alors, on a parlé de Paul Newman, et un autre héritier dont le jeu a beaucoup aussi évolué, c'est Steve McQueen. Alors, il s'agit d'un extrait d'un téléfilm de 1957, tourné par Robert Mulligan, qui s'appelle The Defender. Et cet extrait est assez intéressant puisque il nous montre le jeu de Steve McQueen comme on ne le connaît pas. Alors, on est habitué à un Steve McQueen plutôt distancié, plutôt minéral, plutôt cool, hein, le roi du cool, comme on l'a appelé dans les années 60 et 70. Et là, on voit un peu ce qu'a pu être l'influence stylistique de la méthode à la fin des années 50, sous influence brandienne et sous influence de James Dean, justement, qui venait de mourir en 1955 et en 56, dont les rôles ont échu à Paul Newman, justement. Et Paul Newman et Steve McQueen, deux émules de la méthode, étaient en concurrence sur tout un tas de rôles. Alors, c'est Paul Newman qui, dans un premier temps, endosse les rôles, notamment marqués par la haine, rôle que Steve McQueen visait et dans un film dans lequel il a un petit rôle. Et donc là, l'extrait suivant me semble intéressant, mais on va le commenter après. D'une part, pour rappeler l'importance de la télévision par rapport à l'esthétique de la méthode. Alors, on a parlé du théâtre, du cinéma, mais il ne faut pas oublier qu'en cette fin des années 50, la télévision américaine est très importante. On y tourne des dramatiques, et c'est très très important pour le jeu des acteurs, et les acteurs de l'acteur studio ont beaucoup tourné pour la télévision. Et ce qui est assez intéressant dans l'extrait qu'on va voir, c'est la façon dont Steve McQueen joue. C'est-à-dire que Steve McQueen joue comme Paul Newman qui imite James Dean un peu. Et c'est un jeu assez, à mon avis, typique de la façon dont on jouait à la fin des années 50 et de la façon dont tous les acteurs essayaient de copier James Dean, qui venait de disparaître et que tout le monde voulait devenir le nouveau James Dean. Et c'est une façon assez contrastive, assez opposée à la façon dont les acteurs joueront plus tard. Alors Paul Newman, on l'a dit tout à l'heure, qui évoluera plus lentement tout au long des années 60, ou Steve McQueen plus rapidement, parce que lui, dès le milieu des années 60, il atteint un jeu beaucoup plus sobre. Et ce qui est assez intéressant aussi dans l'extrait qu'on va voir, c'est le partage de la thématique. Il y a toujours, on parlait tout à l'heure de la balançoire, il y a une forme d'immaturité, de rapport un peu comme ça, oedipien à la mère, au père, que partagent un peu tous les acteurs de cette époque-là. Et puis surtout le contraste entre les acteurs. On parlait tout à l'heure des contrastes entre les acteurs. Là, Steve McQueen joue avec deux acteurs très très classiques dont on verra vraiment la rigidité. Ils sont comme des statues. Et notamment un jeune acteur qui s'appelle William Shatner, qui va être connu plus tard dans le rôle du capitaine Kirk dans Star Trek. Et donc voilà, l'idée c'est de voir comment Steve McQueen joue à ce moment-là, à mon avis un peu typique de la façon dont on jouait à l'époque, et surtout comment est-ce que ce jeu moderne contraste avec le jeu classique de ses partenaires. Super, on regarde. Why didn't you tell us about this girl? I don't know. We have to know these things. We can't afford surprises. She might have hurt you very badly. You don't have to tell me that. Were you going to marry her? I don't know. Did you ever talk about marriage? Yeah. Often? Yeah? Did you ever have another girl? No. Is there anything more that you want to tell us about? No, I said I told you everything. Look, Joe, we're trying to help you. Why are you behaving this way? You think I killed that woman? I never said that. You don't have to. Mrs. Gordon. Why do you have to come in here? They asked me to. Well, I want you to go home. Go home? Joe, I can't go home. Well, it don't help me sitting there like that, Mom. Helps me. Please. Huh? Mrs. Gordon, we want you to talk to Joseph because we think there are some things he hasn't told us. Things that could hurt him if we don't know about them. I said I told you everything. Joey, they want to help you. They told me that, Ma. I want you to go inside. I can't do that.
I can't just do nothing. I'm your mother. I gotta have something I'm supposed to do. Joey, you do what they say. Now you hear? You hear me? You hear me? Okay. Don't you ever do that to me again. What was so terrible about it? What's so terrible? Well, I'll tell you, Mr. Preston. That's a poor dumb woman. And she's sitting there dying. Did you know that? She's dying because I'm dying. And I can't look that woman in the face. I can't open my mouth to her. Because if I do, I'll cry. And you bring her to me here? I got all I can do to stand on my 2 feet, Mr. Preston. They're shaving the hair off of my head, and I know it, but my mother don't know it. Do you hear me? Joseph, tell me the truth. Please. Did you kill Mrs. Wallach? Dirty. You pep it out. No, don't ask me that. Just don't ask me that. He's trying to help you. I know what he's trying to do. I never asked for you, Mr. Preston. They gave it to me. And I don't owe you nothing. You hear me? Nothing. You don't believe me. Well, that's your business. But you leave me alone. I'm not here to make you feel better. Yeah. Come on. Christophe, vous voulez reprendre la parole? Et voilà, oui, juste pour compléter, voilà, ce qui me semblait vraiment intéressant, c'est cette façon de copier James Dean, même dans le lancer de bras accusateur qui répète plusieurs fois que James Dean fait dans La Fureur de vivre. Et reprend non seulement la thématique du délinquant juvénile qui a un rapport particulier à sa mère, comme l'auront plus tard Montgomery Clift dans The Misfits, Paul Newman dans 12 oiseaux de jeunesse, ou des films comme ça. Et puis ce jeu névrotique caractérisé par des micro-mimiques où on voit vraiment Steve McQueen joue le bouillonnement intérieur et c'est aussi une bonne illustration de ce que théorise Gilles Deleuze dans ces 2 phases qu'il découpe dans un jeu de l'acteur studio. Il y a d'abord une phase d'imprégnation, une phase végétale d'imprégnation et puis une phase qu'il appelle l'acting out, une phase animale de débauche énergétique, de décharge énergétique. Et il me semble que ici, quand la mère est présente, Steve McQueen s'imprègne de tout un bouillonnement comme ça. Et puis, il y a cette explosion une fois qu'elle part. Et donc, c'est assez typique, peut-être même assez mécanique de ce jeu-là. C'est-à-dire, on est dans les années 50, une deuxième phase où ce qu'ont inventé Brando et James Dean est un peu repris, un peu stéréotypé, un peu caricatural comme ça. Mais en tout cas, c'est très moderne. En tout cas, ça se voit, là, à mon sens, face au jeu de Ralph Bellamy, qui est un acteur classique des années 30, qui lui est comme une gargouille complètement figée, ou même un acteur du même âge, parce que ça c'est des acteurs du début des années 30, hein, Steve McQueen et William Shatner, et on voit bien la rigidité de l'un, qui est un jeu assez classique, assez sobre, et puis vraiment le surjeu de l'autre qui l'abandonnera très vite. Jacques, vous vouliez Je rebondir? voulais ajouter simplement pour dire qu'effectivement, ce côté névrotique, on voit aussi en quoi le jeu type Actor Studio se prête assez bien au découpage. C'est-à-dire qu'effectivement, il bouge tout le temps McQueen, même quand il est filmé en gros plan. Quand il est filmé en gros plan, c'est son visage qui bouge. Il n'arrête pas, il cligne, il répète le clignement des yeux tout le temps. Il a un léger rictus qui apparaît. Et puis après, quand il est en plan rapproché, il peut jouer avec ses bras et il rejoue cet effet de répétition avec son bras qui se balance. Et c'est intéressant parce qu'on commençait avec ça, avec le côté révolutionnaire de Stanislavski, l'acteur qui tourne le dos. Et on le retrouve ici, effectivement. À un moment donné, McQueen tourne le dos. Et c'est intéressant, effectivement, face à ces interprètes qui ont un tempérament beaucoup plus classique, les bras sont le long du corps ou à peine relevés. Et on fait face à la caméra. On est un peu de profil, mais surtout de face à la caméra. Là, on retrouve là, ces tropes-là qui viennent de chez Stanislavski, en fait. On les retrouve dans un autre médium, la télévision, et chez des acteurs qu'on qualifie beaucoup plus modernes. Et par rapport à la télévision, effectivement, ça a joué un rôle assez essentiel. Il faut le rappeler, il y a une émission Actor Studio qui a été créée, et vraiment dans l'esprit en fait de l'Actor Studio, c'est-à-dire que la première saison, c'était des pièces du répertoire qui étaient jouées en direct, filmées en direct, qui étaient mises en scène par des membres de l'Actor Studio, qui a plutôt bien marché. Une seconde saison a été lancée, où pour le coup c'était des pièces qui étaient des pièces originales, écrites par des dramaturges, et ça s'est arrêté après la seconde saison. Mais c'est intéressant de remarquer que la télévision, par rapport à cette captation en direct, permet un peu de faire le lien entre la scène de théâtre et l'écran de cinéma. Et c'est intéressant effectivement d'y revenir.
Et il y a un autre point qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que beaucoup de films qui sont devenus emblématiques, de films de cinéma qui sont devenus emblématiques du jeu Actors Studio, ont eu leur origine d'abord dans une forme télévisée. Par exemple, Miracle en Alabama. Miracle en Alabama a été une dramatique télévision auparavant. Le sillage de la violence avec Steve McQueen, c'était au départ un téléfilm avec Kim Stanley. Peut-être, parce que je vois que le temps passe très vite et on a un troisième extrait et j'aimerais vous donner la parole à vous toutes et tous. Un saut dans le temps, mais parce qu'on parlait tout à l'heure, au tout début de la rencontre, du fait que l'Actors Studio n'avait pas le monopole de l'enseignement de la méthode. 57, c'est la date de ce film, de The Defender. C'est aussi l'année de naissance de Daniel Day-Lewis. Donc je fais un saut immense dans le temps, mais aussi parce que c'est ce que vous racontez dans ce livre, c'est que finalement, il y a les acteurs et actrices qui incarnent la méthode ne sont pas forcément justement des acteurs qui ont fréquenté l'Actors Studio, et vous donnez cet exemple de Daniel Day-Lewis qui incarne la méthode alors qu'il n'a pas fréquenté l'Actors Studio. Qui me suit dans ce saut dans le temps Je pense que c'est périlleux. Michel là, qui va vous suivre. Fanatique de Day-Lewis. C'est pas qu'il se dégonfle, mais c'est qu'il y a eu une bagarre. Je suis un grand admirateur de Daniel Day-Lewis qui ne l'est pas. Et je souhaitais qu'il fût présent dans le dictionnaire de 101 acteurs et actrices à la fin de notre bouquin. Mais mon grand ami, là, sur ma droite, m'a rappelé fort, gentiment, qu'on s'arrêtait aux années 80 et qu'on ne mettait dans le dictionnaire que des acteurs américains et actrices américaines. Je lui ai dit, mais quand même, on va se faire engueuler par tous les lecteurs, il n'y a pas de Daniel Day-Lewis qui... J'avais aucun argument, hein, sinon que je l'avais vu. Il y a eu un documentaire fait sur lui qui est formidable, et je vous le recommande parce que tout ce qu'on raconte là sur l'Actors Studio, il faut bien savoir une chose. Tous ces jeunes gens et jeunes femmes qui suivent ce ne sont pas des cours ni des enseignements, mais des exercices, etc., sont tous des dingues. Ce sont tous ils ont des problèmes pathologiques assez poussés. Et le record du monde de la pathologie actorale, c'est lui, Daniel Day-Lewis. Il se donne à fond dans ses rôles, pire que Al Pacino. Il joue 25 heures sur 24, a des exigences sur le plateau dingues, comme par exemple pour Lincoln. Il a accepté le rôle que lui offrait Spielberg, à condition qu'il trouve la voix de Lincoln. Il n'y a aucun enregistrement, et pour cause, mais aucun écrit rapportant le type de voix, le timbre de rien, que dalle sur Lincoln. Il a réfléchi. Et un beau jour, il appelle le Steven en lui disant « J'ai trouvé une voix que je vous propose ». Alors l'autre a trouvé ça très bien, hein, bien entendu. Sur le plateau, quiconque avait un accent américain à couper au couteau était interdit de lui adresser la parole sur pour le film anglais, là, My Left Foot, voilà. Il exigeait qu'il est paralytique, hein, d'être porté sur son fauteuil roulant par tous les techniciens, etc., etc. Vous me direz que c'est pas quand même un peu exagéré, ça. Mais quand on sait qu'il a joué Hamlet avec un talent supérieur à celui de John Gielgud ou de Laurence Olivier, hein, et qu'un beau jour, il a vu le fantôme de son père sur scène et est parti en pleurant dans sa loge, n'est jamais revenu pour terminer la pièce et sur scène par ailleurs, il y a un petit problème. Et ce problème, vous le retrouvez dans Phantom Thread, le dernier film qu'il a fait récemment, qui est formidable, où là, il y a aussi le fantôme. C'est de la mère ou du père? De la mère. De la mère, qui joue un rôle. Vous direz qu'il ne choisit pas ses rôles en fonction de quelques petits problèmes qui le tourmentent dans son crâne. Alors vous le voyez, ça peut être une pathologie. Montgomery Clift aussi choisissait certains rôles en fonction de ses problèmes. Et il en avait. Alors tout ça pour vous dire que mes copains ne m'ont pas soutenu, non plus pour le mettre dans le dictionnaire. L'oiseau là-haut à la Réunion était d'accord avec cet oiseau-là. Lui, pendant un moment, était d'accord avec moi. Puis après, ils avaient raison, il n'avait pas sa place. Et un beau jour, Christian m'appelle pour me dire, écoute, alors je crois que le directeur de Carlotta est un admirateur de Daniel Day-Lewis, enfin bon.
il a mis de l'eau dans son vin, tous les quatre, on peut le mettre. Mais où? Alors, bon, bah, c'est pour ça qu'ils m'ont donné le choix entre la fin du 7e chapitre ou de la conclusion. Il avait sa place dans la conclusion parce qu'il ouvre la voie à ce que vous venez de dire, à savoir que quiconque veut jouer intensément, justement, et en même temps se soigner un petit peu, à travers l'une des méthodes, eh bien, d'où qu'il vienne, à sa place, quelque part devant une caméra ou sur une scène. Daniel Day-Lewis, c'est l'avenir de la méthode. Jacques? Ouais, alors l'avenir se trouve effectivement à l'international, hein, parce que rappelons que c'est un acteur britannique et qu'effectivement la méthode s'est exportée. Hein, c'est-à-dire que le dernier extrait qu'on va vous montrer a été réalisé par Louis Malle, donc réalisateur français qui certes a une phase américaine dans sa carrière cinématographique, mais qui tout de même est français. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, oui, la méthode c'est devenu le jeu à l'américaine, si vous voulez, le jeu emblématique des États-Unis, et c'est devenu, en fait, ça s'est normalisé. Mais ce que tu dis par rapport à Daniel Day-Lewis, alors c'est très bien pour Daniel Day-Lewis, effectivement, parce que ça va toujours, ce que je disais au début, dans le but de mieux incarner le personnage. Mais c'est vrai qu'on rentre dans un régime, avec le cinéma contemporain et l'acteur contemporain, dans un régime qu'on pourrait qualifier de la performance, où parfois on a le sentiment que quand un acteur va perdre exprès ou prendre exprès du poids, il s'inscrit dans l'héritage notamment de De Niro avec Raging Bull, hein, qui avait réellement pris du muscle et réellement pris du poids. Et vous dites à quel point cette année, l'année 80, l'année de la sortie de Raging Bull, c'est ça, c'est le régime de la performance qui arrive. Et on tombe sur des acteurs qui, sans être passés par l'acteur studio, vont se réclamer de l'acteur studio parce qu'ils vont réellement, d'un point de vue authentique, modifier leur corps. Mais la question, c'est de se dire pourquoi. Dans le cas de Daniel Day-Lewis, ça s'explique très bien, c'est pour mieux interpréter le personnage. Alors, on est dans le perfectionnisme, hein, absolu, mais c'est peut-être le point culminant finalement de la méthode, et donc on a eu raison de le mettre en conclusion. Mais si c'est simplement pour dire « je suis un bon acteur, je me suis réellement investi », la question c'est de se poser est-ce qu'il y a réellement un intérêt. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs et d'actrices. On parlait des rôles à Oscar. Ouais, on parle des rôles à Oscar notamment, où ça se vérifie chaque année. Le rôle à Oscar, c'est l'acteur de la performance, effectivement, mais la question du lien avec le personnage, elle n'est pas toujours extrêmement présente. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de styles de jeu, notamment chez les actrices, qu'on va retrouver chez les actrices contemporaines qui ne sont pas spécialement passées par l'acteur studio, notamment ce jeu un peu introverti, cette implosion qu'on va retrouver justement dans l'extrait qu'on va montrer. Donc Vania sur la 42e rue, on revient à la Russie et aux États-Unis en même temps, à ce métissage qui ouvrait la conférence. Je pensais très bien effectivement de passer par cet extrait. Et donc on est en 94. Et donc on est en 94, oui. Man who lives this life, I wish you this happiness. With all my soul. You deserve happiness. I am a dull, second-rate character, you know. Throughout my whole life, that's what I've been. When you come to think of it, I am quite thoroughly unhappy. Why are you laughing? I feel so happy. Would you like me to play for you? Yes, very much. Yeah? Yes, I can't sleep. Good. Go ask your father. When he's ill, music sometimes upsets him. If it's all right, then I'll play. All right. So long since I played. I'm playing that I'll cry like some damn fool. He says we can't. Okay, let's take a little break.
Alors d'abord, ce qui est intéressant évidemment, c'est l'effet de mise en abîme. Alors mise en abîme du point de vue du réalisateur, où effectivement, hein, vous l'aurez compris, en fait, c'est la représentation d'une pièce théâtrale de Tchekhov, où on va nous montrer également les moments de pause, les moments où voilà, c'est la dernière répétition avant la première représentation. Donc on a les moments de pause, on a un effet de mise en abîme qu'on retrouve également dans le texte et le jeu de l'actrice, où elle évoque son jeu, elle évoque son personnage qui joue. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que d'abord, effectivement, on retrouve ce qu'on avait un peu dit par rapport à Eva Marissen, c'est-à-dire qu'effectivement, on a ce côté repli, mais qui n'est pas un repli effacement. Elle ne s'efface pas, au contraire. En fait, elle existe d'autant plus qu'elle se replie. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'on a un cadrage très serré, on se focalise sur le visage, mais à nouveau, on a un lien entre le corps et le visage qui est créé par le jeu de l'actrice, où, en fait, elle ne fait pas seulement pleurer et rire, elle a des vrais spasmes, qui dans les deux cas sont les mêmes, et qui nous renvoie en tant que spectateur au fait que c'est tout son corps qui bouge et qui essaie de sortir. Il y a quelque chose qui essaie de sortir, mais ça n'arrive pas à sortir, ça se retient. Et c'est ça qui me semble extrêmement impressionnant. Et alors, il est intéressant ce film de Louis Malle, parce que je l'avais revu récemment pour les besoins de cette table ronde. Et au début du film, on est vraiment... C'est l'archétype du théâtre filmé. On a l'impression qu'on est dans du cadrage fixe, ça ne bouge pas, on est là pour filmer les acteurs. Et progressivement, au fur et à mesure de l'avancée du film, la caméra, elle aussi, assez sensiblement, commence à bouger. Alors, ce n'est pas des longs travelling, mais c'est quand même un mouvement qui est assez sensible. Et moi, ça m'a fait penser, assez étonnamment, à la mise en scène un peu de Kazan, notamment à l'Est d'Éden. On va avoir à certains moments des mouvements de caméra assez inattendus, assez amples, mais qui sont vraiment là en fait pour soutenir le jeu de l'acteur. Et là, on a vraiment l'impression que c'est la même chose. On le remarque à peine, mais c'est puissant quand même, c'est sensible. À un moment donné, dans cette séquence qu'on a vue, la caméra se rapproche par un léger zoom. Et ça participe de cette intensité qui traverse l'actrice Julianne Moore. Et donc, à mon sens, on retrouve à nouveau cet esprit de collaboration, vraiment, où la mise en scène, et ça nous dit aussi quelque chose de la direction d'acteur. Un directeur d'acteur, comme l'était Kazan, comme l'était Louis Malle, c'est pas simplement savoir placer un acteur à l'intérieur du cadre et discuter avec lui. À mon sens, un bon directeur d'acteur, et c'est exactement ce qu'on a dans les films de Kazan, c'est un réalisateur qui sera capable, par sa mise en scène, de soutenir et parfois même d'intensifier le jeu de l'actrice ou le jeu de l'acteur. Et c'est pour ça que cette séquence me semblait intéressante aussi de ce point de vue-là. Je vois qu'il nous reste quelques minutes à peine. On a encore des milliers de choses à raconter, tant ce livre est riche. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions ? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Alors c'était par rapport au jeu d'acteur, parce que moi-même je fais un peu de théâtre, et justement je veux savoir c'est quoi pour être entre les deux, ne pas aller trop loin par rapport au jeu d'acteur, quand vous dites jouer avec la sincérité, mais en même temps en n'en faisant pas trop. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Entre la sobriété et la surexpressivité, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est pour pas aller trop loin, justement, pour pas être dans le jeu trop. Moi, à mon sens, après voilà, c'est une remarque personnelle, mais c'est ce qu'on remarque au niveau des analyses des acteurs, c'est que les limites, en fait, elles sont posées par le personnage. Et c'est là, à mon sens, où en fait les limites, elles sont posées de base. C'est-à-dire qu'en tant qu'actrice et acteur, l'acteur de la méthode, et Stanislavski, en fait, alors avec Strasberg, ça a changé, mais Stanislavski, c'était qu'est-ce que ferait le personnage? En fait, c'est ça la question qu'il pose. Qu'est-ce que ferait le personnage? Et le travail créateur de l'acteur, il repose ici. C'est d'imaginer, c'est le travail de l'imaginaire de l'acteur, en se demandant qu'est-ce que ce personnage ferait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ce matin avant d'arriver dans cette scène, voilà, et là je m'investis. Par contre, c'est vrai que le problème de Strasberg, et c'était là où c'était trop, dans le trop, c'est plus qu'est-ce que ferait le personnage, c'est qu'est-ce que tu ferais toi l'acteur. Parce que finalement, c'est toi le personnage, donc ça revient au même. Et c'est là où, à mon sens, ça coince et où il n'y a plus de limite. À ce moment-là, il n'y a absolument plus de limite. Et dans le documentaire que vous verrez d'ailleurs ce soir, le documentaire d'Annie Tresgo, on le voit très bien. Il y a à chaque fois ce rappel, faire bien attention, c'est la vérité du personnage, et on voit certains acteurs dans le documentaire où il n'y a plus de limite, parce qu'en fait le personnage est devenu eux, et donc voilà, il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de... Voilà. À mon sens, ça se situe là. Documentaire qui sera donc projeté à 20h30. Il y a une autre question. Bonsoir. Je voudrais tout à l'heure, sur l'île de la Réunion, je ne me souviens plus du prénom,
on évoquait en fait le fait que Elizabeth Taylor était la personne la plus courue à l'époque, qui n'était pas porteuse de la méthode et qui jouait donc, qui était entourée d'acteurs qui étaient porteurs de cette méthode. Ce qui m'intéresse en fait, ce sont les interactions. Lorsque vous avez effectivement des acteurs qui sont entre guillemets formatés de la même façon avec d'autres acteurs qui ne le sont pas, ça donne quoi finalement comme résultat? Pour une actrice, jouer avec soit un partenaire qui vient de l'acteur studio ou être dirigé par un réalisateur qui est imprégné de la méthode, c'est un véritable challenge, comme on dit en anglais, un véritable défi, car ils savent en amont que la barre va être extrêmement haut. Comme l'a dit Jacques, à un moment donné, Stanislavski avant lui, il faut bien connaître le personnage, ce qu'il a fait hier, avant-hier, d'où il vient, sa famille, etc. Kazan expliquait tout ça à ses acteurs et actrices. Et il mettait le paquet, hein. C'était un véritable... Lui connaissait, il avait bien étudié la pièce ou le film, le scénario, et il leur donnait un panorama d'une richesse psychologique, sociale, philosophique, freudienne, à fond la caisse. Donc, l'actrice ou l'acteur qui n'avait pas été formé par la méthode, finalement, en savait autant que ceux qui avaient pratiqué tous ces exercices-là. Et jouer avec un partenaire qui avait pratiqué la méthode, les pousser à leur point de perfection les plus grands. Il y a deux grands exemples. La dame que vous venez de citer, Elizabeth Taylor, regardez-les bien dans les 3 films qu'elle a fait aux côtés de son plus grand amour, mais qui était insaisissable. Montgomery Clift, une place au soleil, c'est ça. Ensuite, il y a, c'est un film qui n'est pas tout à fait réussi, mais il y a quand même de très bonnes choses dedans. The Rain Tree County, qui devient l'arbre de vie. Et puis beaucoup plus tard, avec Soudain l'été dernier, la pièce de Tennessee Williams, où Clift passe son temps à l'écouter. Et elle donne le maximum de son talent, elle qui a démarré comme une gamine, où elle n'a pas eu le temps de suivre des cours d'art dramatique, mais devant cet être-là qui, à ses yeux, représentait le summum de la vérité du jeu de l'acteur, elle est extraordinaire tout au long du film de Mankiewicz. Il y a un autre exemple identique, c'est Natalie Wood, qui est devenue devant la caméra à l'âge de 4 ans parce que maman trouvait que la gamine avait une bonne petite mine et qu'elle pouvait faire carrière. Bon, les mères de ce type-là, il y en a eu plusieurs à Hollywood. Mais elle a bien fait, la maman, parce que Natalie Wood est devenue, au fil du temps, une bonne et soudain une très bonne actrice dirigée par Elia Kazan devant un acteur de la méthode, Warren Beatty, dans le film qui a fait pleurer toute l'Amérique et que les Français ont méprisé, qui s'appelle Splendor in the Grass en anglais et qui devient en français La fièvre dans le sang. La fièvre dans le sang. C'est ça. Vous voyez, c'est intéressant. Jouer face à quelqu'un qui a tout ce travail émotionnel et autres, c'est un avantage pour l'autre. Mais justement, dans cette même idée, très très vite, notamment quelqu'un comme Kazan et puis après quelqu'un comme Mankiewicz, Kazan lié à la méthode, Mankiewicz beaucoup moins, ont joué des différences des acteurs. Par exemple, chez Kazan, c'est extrêmement frappant dans le film sur Tramway nommé Désir, puisque Vivien Leigh est une actrice de formation classique, britannique, shakespearienne. Et elle a eu du mal, évidemment, et très très vite, Kazan a compris qu'il ne pouvait pas la faire jouer à la manière de l'acteur studio. Et il a joué de cette différence pour finalement établir la différence même du personnage de Blanche Dubois dans le cœur du film. Et même chose dans À l'Est d'Éden, où le père de James Dean est joué par Raymond Massey, qui est encore une fois un acteur britannique, et qui non seulement jouait d'une manière différente, traditionnelle, mais qui en plus détestait James Dean. Et Kazan a excité
cette agressivité qu'il y avait entre ces deux acteurs pour obtenir ce qu'ils voulaient à l'écran. Pardon, dans cette scène-là, Kazan avait demandé à James Dean de pratiquement embrasser, prendre sur les épaules Raymond Massey et lui montrer qu'enfin il pourrait le reconnaître comme son fils égal à l'autre, là, qui ne vaut pas grand-chose. Mais lui, c'est Caïn et Abel, hein, Abel et Caïn, dans le roman comme là. Donc, lui, il est l'enfant méprisé. Donc, Massey ne savait pas que James Dean, qu'il détestait, allait oser le prendre pour de l'amour paternel. Et là, la scène est formidable, parce qu'il faut voir la tête de Raymond Massey. Il est à la perfection de son talent et ne perd pas les pédales. Hein. Mais il est le personnage à ce moment-là qui est agressé émotionnellement par son fils qu'il n'a jamais aimé. Ça, c'est Kazan. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi ce rapport réalisateur acquis en fait à la méthode et acteur qui ne l'est pas du tout, parce qu'il y a eu le problème Daniel Day-Lewis dans l'ouvrage, mais il y a eu un autre problème, et là Christian, je peux peut-être te laisser la parole, c'est Robert Redford. Où tu avais un peu insisté pour qu'il soit présent, mais qui n'est pas passé en fait par l'acteur studio, mais qui a un contact avec la méthode grâce à Sidney Pollack. Mais je te laisse en parler si tu veux. Et Sanford Meisner. Mais peut-être que tu veux dire un mot sur justement Redford C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur toute cette génération d'acteurs, c'est qu'il y a eu une interaction finalement, qu'ils soient passés par le studio ou pas. D'une certaine manière, ils ont absorbé quelque chose et on en est arrivé à la situation actuelle que l'on pourrait qualifier, pour utiliser une comparaison religieuse, d'écuménique finalement. Parce que au studio même, on accepte maintenant des jeux différents, alors qu'il y a eu toute une période où c'était quand même relativement dogmatique. Or, on le voit bien dans à la fois dans le documentaire que vous allez pouvoir voir bientôt, ou dans la série Inside Actors Studio, on voit bien que ça s'est complètement ouvert. Et que ça ne cause pas de problème, parce que des acteurs qui n'ont pas été formés de la même manière ont quand même baigné dans une manière de faire, dans une manière d'agir, qui font qu'ils se fondent assez bien dans l'ensemble. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Vous êtes tous très intéressants. Je voulais vous demander, est-ce que vous savez l'opinion de Louis Jourdan, donc acteur français qui a sa carrière aux États-Unis, l'opinion de Louis Jourdan à propos de James Dean, avec lequel il a joué au théâtre. Michel, je connais l'opinion, enfin la réaction de Michel. Pardon. Non, comment il s'appelle Aumont. Il a fait carrière à Broadway, pas tellement devant les caméras américaines. Pour Louis Jourdan, je ne sais pas. Non. Mais Jean-Pierre Aumont. Ah oui. Voilà. De qui, pardon? Jean-Pierre Aumont, qui a joué avec Pacino. Alors, c'était inouï parce qu'un beau soir, Jean-Pierre Aumont lance sa réplique et s'attend à ce que le Pacino lance la sienne. Que nenni! Tout d'un coup, il a une petite idée liée au personnage. Et voilà pas qu'il se met à arpenter la scène, de long en large, en réfléchissant beaucoup. Alors Jean-Pierre Aumont, que fait-on dans ce cas-là quand on n'a pas étudié la méthode? Il y a la salle comprend que c'est dans la pièce. Et Jean-Pierre Aumont, lui, sait que ce n'est pas dans la pièce. Il faut faire comme si c'était dans la pièce. Alors Jean-Pierre Aumont marche aussi, en espérant que l'autre va lui balancer la réplique qu'il attend et qu'il avait tous les soirs. Effectivement, quand Al Pacino et son personnage a bien fait le tour de la question, il donne la réplique. Alors, pour Louis Jourdan, je ne sais pas, mais une autre anecdote intéressante des acteurs français face à la méthode dans les années 50. En 54 précisément, dans le bouquin est marqué au milieu, mais entre-temps j'ai trouvé ces 54. Gérard Philippe
Micheline Prel et Jean Marais sont invités pour un festival, je ne sais pas quoi, du cinéma français. Et bien sûr, on parle tellement d'acteurs studio, ils demandent s'ils peuvent assister à une séance. Parce que et comme ils sont des professionnels et des Français, et qui sont très connus auprès dans le métier, on les invite. Alors, ils rentrent, il n'y a personne d'autre que 2 comédiens assis sur scène, et celui qui les introduit, il les fait s'asseoir, en demandant le silence. Tous les 3 s'assoient et regardent. Il ne se passe rien. Alors le jeune homme vient et dit, il se concentre. Ah bon. Alors ils attendent au moins 5 minutes de concentration intense. Mais il commence un peu à s'impatienter. Est-ce que remarque le jeune homme qui revient? Oui, il continue à se concentrer. Alors l'un des 3, je ne sais pas lequel, vous pensez qu'ils vont se concentrer encore longtemps? Alors ils attendent poliment encore 5 bonnes minutes. Puis Gérard Philippe, Micheline Prel, Jean Marais remercient le jeune homme et s'en vont. Je dis ça en faisant un peu le pitre, mais c'est un apéritif, un trailer, parce qu'il faut voir le film d'Annie Trégo en 3 parties, surtout la dernière. Vous allez voir le paroxysme auquel certains interprètes peuvent atteindre. C'est le document français. Je ne pense pas qu'aux États-Unis il y a l'équivalent, mais je ne le sais pas. Mais en France, il n'y a que celui-là. C'est le document sur l'Actors Studio. Donc merci Annie Trégo qui a fait ça en 83, si je me souviens bien. Hello, Actors Studio. Conclusion, ouais. Je peux peut-être expliquer l'opinion de Louis Jourdan. Très rapidement. Une colle. Très rapidement. Donnez-la nous. Comment? Donnez-la nous. Mais bien sûr. Ils ont joué donc dans une pièce d'abord à Broadway, je crois, et ensuite à Philadelphie et à Broadway, à Boston. Mais dans la tournée qui devait se passer avant Broadway, avant et après, c'est très bizarre le processus de théâtre. C'était donc une pièce de Jean Giraudoux dont j'ai oublié le titre, Caligula peut-être. Il se plaignait que James Dean arrivait tous les jours en retard et parfois il n'avait pratiquement pas dormi, parfois il était moitié ivre et il ne connaissait jamais son texte, même quand il était ni ivre ni fatigué. Et de jour en jour, c'était de plus en plus en retard. Donc toute la troupe était perturbée par ça, mais Jourdan l'a rejeté. Et comme il y avait le conflit entre eux permanent, c'était tout le monde qui était perturbé pendant les répétitions par leur attitude à tous les 2. Et finalement, James Dean a été évincé de la production parce que les répétitions n'arrivaient pas à avancer et à se faire. Lui, il prétendait qu'il était prêt quand il serait vraiment sur scène et non pas en répétition, ce qui ne correspondait pas du tout à l'image du producteur et de l'équipe de la pièce. Ça, c'est la faute de l'enseignement, le mot est interdit, mais de la méthode de M. Lee Strasberg, qui mettait en avant l'acteur par rapport au texte. Vous savez, quand Pacino s'est présenté devant Francis Ford Coppola, et surtout Robert Evans, qui ne voulait pas de ce nabot pour jouer dans Le Parrain, il est venu dépenaillé, pas coiffé, il n'avait pas pris le texte de l'extrait qu'il devait jouer non plus. Ça, c'est lui aussi un élève de Lee Strasberg. Mais bien entendu, les professionnels classiques de l'art dramatique ne peuvent pas supporter ça. Cela dit, vous avez des gens qui arrivaient in extremis et qui avaient un immense talent. Anecdote très courte, Gérard Philippe, un dimanche, à 15h, doit jouer Lorenzaccio au Palais de Chaillot. À 15h03, un technicien remonte, parce que c'est en sous-sol, hein, qui voit apparaître courant à 4 les marches, ils descendent. Monsieur Gérard Philippe, en tenue Lorenzo de Médicis, la perruque à la main. Il jouait seulement dans la 2e scène. Problème, la circulation automobile déjà à Paris, puisqu'il ne pouvait pas prendre de métro, hein, il ne serait jamais arrivé à destination. Vous voyez, mais sur scène, la perruque, Lorenzo. Ça s'appelle le talent. Et autre chose, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, la présence. Car vous ne serez jamais un grand acteur ou une très grande actrice si vous n'êtes pas né avec la présence. Et la présence n'est pas le propre des comédiens. C'est aussi dans la vie de tout le monde. Certains d'entre nous l'ont, d'autres ne l'ont pas. Mais ça ne se fabrique pas, la présence. On peut apprendre des tas de trucs d'art dramatique,
Mais la présence, you're born with it or you're not born with it. Merci infiniment. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous.